Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, célébration ce 25 novembre de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Une journée qui arrive au moment où les femmes burundaises ne cessent de subir des abus et persécutions de tout genre. Des crimes qui ne sont pourtant pas punis car commis la plupart du temps par des autorités. La pénurie du carburant refait de nouveau surface. À Bujumbura, la capitale économique, comme à l'intérieur du pays, notamment dans la capitale politique, l'or noir est devenu quasi inexistant. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la paralysie des activités scolaires dans tous les établissements du chef-lieu de la province Cibitoke et de ses environs suite à une visite du vice-président de la République. Voilà pour les grandes articulations. Dis le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par la page droits de l'homme où il est dommage de voir que les dirigeants qui devraient défendre les droits de l'homme au Burundi n'ont aucune considération pour ceux qu'ils devraient protéger. Propos de la présidente du mouvement des femmes Inamahoro qui réagit après la persécution qui est en train d'être faite à l'endroit d'une veuve de la colline Nyamitanga en province Cibitoke, une persécution faite par les chefs collinaires. Marie-Louise Balichako de se demander à quoi servent les institutions de droits de l'homme au Burundi si les violations se font au vu et au su de tout le monde sans que ces dernières réagissent. Suivez Madame Marie-Louise Balichako. Les informations qui nous sont parvenues au sujet d'une veuve de 4 enfants, Madame Jeanne d'Arc Nsengiyumva, du secteur de Nyamitanga, zone d'Ava, qui serait aujourd'hui torpillée par le chef de colline pour lui prendre l'argent qu'elle aurait perçu en guise d'indemnisation pour une canalisation d'eau qui est passée par ses champs. Au cas où cette histoire serait vraie, elle suscite beaucoup de questionnements. Premièrement, cela nous fait réaliser combien l'humanité et la dignité sont tombées trop bas dans notre pays, au point que les dirigeants n'ont plus ni considération ni souci, ils n'ont plus de compassion pour des veuves et des enfants. Cela nous amène aussi à nous interroger sur ce que peuvent être aujourd'hui les caractéristiques de nos dirigeants au Burundi. Sous d'autres cieux, ce qui caractérise le dirigeant, premièrement, c'est sa focalisation sur le peuple, en mettant l'intérêt du peuple avant le sien et en veillant toujours à son bien-être. Dans le cas précis, Madame Jeanne d'Arc est en train d'être torpillée par ceux-là même qui avaient le devoir de la protéger, de préserver ses droits et de les protéger. C'est vraiment déconcertant. Autre question. Comme on a au Burundi des organes en charge des droits humains, notamment le ministère de la Solidarité nationale, du genre et des droits de l'homme et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, ne voient-ils pas ou n'entendent-ils pas ce que nous voyons et entendons? Ne peuvent-ils rien faire ou ne veulent-ils rien faire? Les dirigeants, comme ce chef de colline Amon Witanze, n'ont-ils personne au-dessus d'eux pour les punir et éradiquer ce genre de violation des droits humains qui perturbe la population? En plus, selon toujours la présidente du mouvement Inamahoro, cette persécution que subit cette femme est une autre preuve qu'au Burundi, la violation des droits de l'homme n'est plus un secret. Encore une fois, Marie-Louise Balichako. Cette situation vient encore prouver à ceux qui pensent ou prétendent qu'il n'y a pas de violation des droits humains au Burundi. C'est difficile de faire la sourde oreille. Du reste, la vérité finit toujours par triompher. Ceux qui crient au secours et ceux qui dénoncent sont trop nombreux pour passer inaperçus. Il faut absolument agir. Les dirigeants du Burundi devraient faire vite et mettre fin à ce genre d'agissement des malfaiteurs qui s'appellent dirigeants, qu'ils soient punis comme le prévoit la loi et que les Burundais puissent vivre en paix. Les lois sont là, les organes sont là. Il ne manque que la volonté politique pour faire régner la paix, la sécurité, la justice et la bonne gouvernance au Burundi.
Madame Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro, réagit après la persécution et les intimidations faites à l'encontre de Jeanne d'Arc Nsengiumva par le chef du secteur Nyamitanga nommé Amon Ouizeye. Ce dernier, en connivence avec un ingénieur de la place, veut lui reprendre l'argent qu'il a reçu comme indemnité pour avoir cédé une partie de sa parcelle afin qu'elle soit utilisée dans la canalisation d'eau. Droits de l'homme toujours, la justice équitable pour tous est la solution pour lutter contre les violences basées sur le genre et consoler les victimes de ces dernières. Propos du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi en ce 25 novembre où le monde célèbre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Maître Jeanne d'Arc Zaninyana, directrice exécutive au sein de ce mouvement, en a profité pour demander au gouvernement du Burundi de poursuivre tous les auteurs des tueries, des disparitions forcées et autres crimes commis depuis le début de la crise de 2015. Suivez Maître Jeanne d'Arc Zaninyana, directrice exécutive du NFFPS. Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, le monde célèbre les 7 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette campagne est célébrée au Burundi dans un contexte de graves violations des droits de l'homme en général et celles basées sur le genre en particulier depuis la crise de 2015. Des femmes et filles subissent chaque jour des actes de violence au cours de leur vie. Les jeunes filles ne sont pas épargnées par ce fléau. Cette alarmante augmentation des violences à l'égard des femmes et filles au Burundi doit interpeller notre vigilance et nous appeler à doubler d'efforts pour mettre fin à ce fléau. La violence basée sur le genre n'est pas une fatalité et peut être éradiquée moyennant de la volonté des politiques et des programmes conséquents. À cette occasion et face à cette persistance grandissante des cas de violence basés sur le genre au Burundi et de l'existence d'un État caractérisé par une impunité quasi totale des auteurs de ces crimes, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi lance du 25 novembre au 10 décembre 2022 une campagne de 7 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre sous le thème de justice pour les victimes de violences basées sur le genre au Burundi. Des actions seront organisées tout au long de ces séjours afin d'intensifier la mobilisation du plus grand nombre, de promouvoir et renforcer le plaidoyer, de partager les connaissances en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, afin de contribuer à l'éradication des violences basées sur le genre par la répression de ces crimes. Une campagne en mémoire de nos sœurs disparues et tuées sera lancée pour rappeler au gouvernement du Burundi que seule une justice digne et transparente est nécessaire pour faire face à l'impunité qui règne au Burundi et donner de l'espoir au cœur de ceux et celles qui sont effondrés par la disparition et le meurtre des leurs. Le MFFPS rassure enfin les victimes des violences basées sur le genre que justice sera tôt ou tard faite à leur égard et encourage tous les Burundais à continuer à dénoncer ces crimes pour la protection de leurs droits fondamentaux liés à la vie sacrée, la dignité et l'égalité pour tous devant la loi. En page justice, les investigations des enquêteurs de la Cour pénale internationale CPI en sigle par rapport aux crimes commis au Burundi depuis 2015 sont terminées. Il ne reste que de passer à la vitesse supérieure relative à lancer des mandats contre les auteurs et commanditaires de ces crimes. Comme l'indique maître Lambert Nigaroula, avocat auprès de cette cour, les enquêteurs de la CPI ont accompli pleinement leur mission de collecter toutes les informations nécessaires concernant ces crimes. Suivez. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que 5 ans après le début des enquêtes, les enquêteurs du bureau du procureur de la Cour pénale internationale ont déjà collecté toutes ces informations nécessaires pouvant les permettre à entamer la seconde étape. C'est-à-dire que les informations concernant la nature des crimes qui ont été commis au Burundi, concernant le groupe cible des personnes qui ont été visées par ces crimes, mais aussi le profil des auteurs, commanditaires et exécutants de ces crimes. Tout ça, le bureau du procureur a déjà collecté les informations relatives. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'essentiel a été fait, c'est-à-dire que le bureau du procureur peut décider d'entamer la seconde étape. La seconde étape signifie quoi? C'est-à-dire qu'au moment où le bureau du procureur dispose de toutes les informations nécessaires, il peut lancer les mandats. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les mandats peuvent être publiés, lancés officiellement, mais aussi il se pourrait que ces mandats restent sous scellé. C'est-à-dire que la personne qui est accusée ou alléguée d'avoir été commanditée ou organisée un crime ne saura jamais
qu'il est recherché, parce qu'il ne saura jamais qu'il y a un mandat qui a été délivré contre lui. Ça, c'est une possibilité, et surtout que le contexte burundais est difficile. Et là, le mandat sera délivré au pays qui sera demandé d'appliquer le mandat, c'est-à-dire en suivant la coopération, le principe de coopération entre États et la Cour pénale internationale. Donc, on ne pourra pas dire que ceci peut arriver demain ou après-demain, mais ce qui est important, c'est que les informations nécessaires ont été collectées malgré le retrait du Burundi du statut de Rome de la Cour pénale internationale, et qu'aujourd'hui, le bureau du procureur suivra la situation, suivra sa stratégie et pourra engager un procès et pourra lancer les mandats contre les auteurs et commanditaires. Et nous osons espérer que cela peut arriver demain ou après-demain, ou je ne sais pas, l'année prochaine ou dans quelques mois. Mais ce qui est important, c'est que ce qui devait être fait a été fait. Parlons à présent aux médias où les journalistes burundais ne devraient s'attendre à grand-chose des assises des États généraux des médias qui se tiennent depuis ce jeudi à Gitega, la capitale politique du Burundi. C'est l'avis du président de l'Observatoire de la presse burundaise, OPB en sigle. Innocent Mourouzi trouve que les organes étatiques chargés de la presse au Burundi, qui ont échoué à défendre ne serait-ce que les droits des journalistes pour des dossiers palpables, ne peuvent rien faire pour ce qui est de la loi sur la presse. Innocent Mourouzi qui regrette qu'il n'y ait plus de journalisme au Burundi, si ce n'est que des centaines de médiums au service du pouvoir en place. Innocent Mourouzi, il est le président de l'Observatoire de la presse burundaise. Nous n'avons pas d'attente particulière de ces États généraux parce que quand on passe encore son temps à expliquer que les médias, la centaine de journalistes en exil, les médias qui ont été détruits, c'est parce que ceux-ci ont participé à vouloir conquérir le pouvoir par des moyens illégaux, ben, personne n'y croit, ni dans le pays, ni ailleurs. Nous savons tous que les actes illégaux qui ont été posés depuis cette époque-là l'ont été par le gouvernement. La Cour de la East African Court of Justice vient de le démontrer encore une fois. Le gouvernement fait semblant de ne pas voir cela, de ne pas entendre cela, mais il est évident que c'est le gouvernement qui a violé la Constitution, qui a violé l'accord de paix d'Arusha, qui a violé différentes conventions de la sous-région, et que nous, les médias, la société civile, les citoyens burundais, n'ont fait que essayer de défendre la légalité. Donc le problème n'est pas de ce côté-là, il faut plutôt que les gens qui sont au gouvernement se préoccupent vraiment des questions qui sont là, qu'ils peuvent résoudre, qui sont à leur portée, au-delà de ces autres qui demanderaient un dialogue inclusif qui prendrait certainement un certain temps, mais qui devra se faire aussi, mais qu'ils libèrent Floriane Irangabier, cette dame qui est en prison de manière totalement illégale et fantaisiste, qu'ils poursuivent les assassins de Christophe Mezabahisi, son épouse et ses 3 enfants, et qu'ils poursuivent les auteurs de l'enlèvement de notre collègue Jean Bigirman. Ils les connaissent. On vient d'être encore témoin d'une situation rocambolesque avec ce journaliste d'Iwachu, où on ne comprend toujours pas ce qui se passe, mais on voit qu'il est terrorisé. Combien de journalistes ont été battus, combien de journalistes se sont vus privés de leurs instruments de travail, combien ont été mis en prison depuis, etc. Donc je ne pense pas que ce soit la vraie question. La vraie question, c'est que le gouvernement doit faire preuve de volonté politique, d'assainir des situations qu'il a les moyens d'assainir, parce que c'est une question de simple volonté politique. Il y a des questions beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles à résoudre, qui ne peuvent être résolues que si les gens se mettent tous ensemble. C'est des questions de pauvreté notamment, qui sont une véritable tragédie pour le pays. Mais ceux-là sont plus compliqués à résoudre, mais il y a des questions plus simples à résoudre, celles qui relèvent d'une volonté politique de rassembler le pays. Et cela ne peut se faire qu'en passant par un dialogue, au lieu de continuer à jeter des anathèmes en sachant très bien que les gens qu'on accuse de tous ces crimes-là ne sont absolument pas responsables de ceux dont on les accuse, et que le véritable problème, ça a été de le non-respect de la Constitution, le non-respect de l'accord de paix d'Arusha, le non-respect des conventions de la sous-région. Je vous le disais en titre, les activités scolaires ont été paralysées ce vendredi dans tous les établissements situés au chef-lieu de la province Cibitoke et dans ses environs, et pour cause, les élèves ont été sommés d'aller accueillir le vice-président de la République, qui a effectué une visite dans cette province, ce qui n'a pas du tout enchanté les parents et les enseignants, qui ne comprennent pas pourquoi les élèves doivent toujours interrompre leurs études à chaque fois qu'une autorité leur rend visite. C'est un reportage signé Emmanuel Niungeko. Il s'agit de lamentation d'un des parents du centre de Cibitoke suite au mouvement de va-et-vient des élèves qui ont été sommés ce vendredi d'abandonner les cours pour aller accueillir Prosper Bazombanza, vice-président de la République. C'était lors d'une visite effectuée dans cette province. C'est cette haute autorité du pays qui a rehaussé les cérémonies marquant la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, édition 2022. Les informations recueillies au sein de certains établissements publics indique que le directeur de ces écoles avait reçu des injonctions depuis ce jeudi pour que les élèves puissent répondre massivement à ce rendez-vous. L'exemple illustratif est celui du lycée de Cibitoke, le lycée technique de Rugombo, le lycée communal de Karurama
etc. Certains parents ainsi que les enseignants regrettent le fait d'empêcher les élèves de poursuivre leurs études. Son parent contacté dans la mi-journée se dit préoccupé par ce comportement des autorités qui expose la vie des enfants. Chez les parents, les inquiétudes ne peuvent pas manquer car ces enfants ne sont plus contrôlés et les parents ne peuvent pas savoir s'ils sont à l'école ou pas. La situation est autre, surtout pour les jeunes filles, car avoir les conditions dans lesquelles nous vivons, c'est grave de laisser les enfants en désordre vu qu'ils n'étaient pas au courant de ce programme. C'est donc remarquable que les autorités ont commis de fautes graves. Contacté à ce sujet, Joseph Nyandwi, le directeur de l'éducation en province de Chibitoke, nous a signifié qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Il était occupé, a-t-il ajouté. Emmanuel Niungeko, nouvelle crise du carburant en mairie de Bujumbura. Ce vendredi, de longues files d'attente étaient visibles sur différentes stations-service. Une pénurie qui a commencé depuis à peu près 2 semaines. Les détails avec Dani Claire, Ilatkoumv. Trouver du carburant en mairie de Bujumbura révèle d'un parcours du combattant. Les citadins qui en ont besoin passent la journée à circuler toute la capitale économique pour voir s'ils pourraient tomber sur une station-service qui sert du carburant. Il n'est pas rare que des chauffeurs passent la nuit à faire la queue à une station-service quelconque, mais parfois pour finalement rentrer bredouille. Aucune station-service n'est en train de servir du carburant ici en ville. La station Stop, près de l'ex-marché central, n'a pas de carburant. La station également à l'endroit communément appelé Komapine, pas de carburant. La station près de l'ambassade de France n'a pas de carburant. La station-service au niveau de Rond-Point Novotel, pas de carburant. La station au niveau de Fidon, Pido, pas de carburant. Mais hier, on a servi du carburant. Il y en a même qui y passent la nuit. Vraiment, c'est très grave. Des longues files de gens qui cherchent du carburant se font voir à telle ou telle autre station-service sans qu'ils sachent pour quand la station-service sera alimentée en carburant. Ils font la queue mais ne savent pas à quand la station sur laquelle ils font sur la file d'attente sera servie. Si c'est aujourd'hui ou demain, ils font uniquement la queue. Les habitants de la capitale se demandent alors si le président de la République aurait échoué dans son pari. Dernièrement, le président de la République avait promis à son peuple qu'il allait s'occuper en personne de la question du carburant, qu'il n'y aura plus de crise de carburant, mais ça n'a duré que le temps de la rosée. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs pire qu'avant. Alors nous demanderons au chef de l'État qu'il fasse encore des sacrifices pour que l'on ait encore du carburant. Je ne pourrais pas dire qu'il a échoué, non, c'est lui qui a le dernier mot, qu'il use de ses pouvoirs pour que nous ayons du carburant comme il nous avait promis. Le président Évariste Ndayishimiye avait dernièrement assuré le peuple burundi qu'il avait pris en main la question du carburant. Il avait déclaré qu'il s'était rendu compte qu'il y a des gens qui créent expressement la pénurie du carburant pour révolter la population. La rédaction de la RPA a cherché à connaître ce qui serait à l'origine de cette nouvelle crise du carburant auprès du porte-parole du président. Cependant, Alain Diomède Nzeyimana nous a raccroché au nez après une brève présentation. Il est à signaler que la crise actuelle concerne uniquement l'essence. Dani Claire, cette pénurie s'observe également à Gitega. Dans cette capitale politique, le litre d'essence se vend au marché noir à prix de 10 000 francs burundais, à la grande désolation des propriétaires de véhicules et motos qui demandent au gouvernement de trouver une solution à ce problème récurrent. Eric Nyonzima. Depuis jeudi de la semaine dernière, le carburant de type essence fait des vents sur plus de 10 stations-service enregistrées dans la province de Gitega. Si la division qu'une station en dispose, il se forme des va-et-vient de longues files de véhicules et motos consommant de l'essence. Ainsi, ce produit ne tarde pas à se terminer, contrairement au gasoil qui est en abondance. Il est de conséquence de cette pénurie de l'essence, telle que décrite par certains propriétaires de véhicules qui en consomment et que certains pompistes triquent des pompes et servent des quantités inférieures à celles payées. Un des propriétaires de véhicules qui s'est entretenu avec la RPA fait savoir que lorsqu'ils sont à une station-service du chef-lieu de la province, il fait le plein avec seulement 195 000 francs burundais, tandis que quand il sera en commune Mutaro, il paie 225 000 francs burundais pour remplir le réservoir de sa voiture.
Tous les propriétaires de véhicules et motos qui vivent à Gitega demandent au bureau burundais de normalisation BVN, en sigle, de suivre de près ce vol qui s'opère sur les stations-service en vol qui tend à se généraliser sur tout le territoire. Cela étant, l'essence est disponible et en grande quantité au marché noir et s'achète entre 8 000 et 9 000 francs le litre. C'est au moment où le prix officiel de l'essence est de 3 280 le litre. Merci à toi Eric Niyonzima. Dans le panier de la ménagère, aujourd'hui on vous parlera de la flambée des prix de l'oignon. Les habitants de certaines provinces qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que dans certaines localités, les prix de cette denrée sont passés du simple au double au cours des 3 derniers mois. Le point avec Onésime Dushimagit. Les prix des oignons ont sensiblement grimpé, comme c'est le cas pour les autres denrées alimentaires consommées au Burundi. Dans la province de Mwaro, la population indique que, par exemple, les prix des oignons rouges ont doublé. Au cours des 3 derniers mois, un kilo d'oignons rouges s'achetait à une somme comprise entre 700 et 1000 francs burundais. Mais actuellement, il s'achète entre 1500 et 2000 francs burundais. Vous comprenez que cette hausse est considérable. Toujours dans la même province, les citoyens indiquent que les prix des oignons blancs ont également suivi cette courbe. Les oignons blancs ont également grimpé. Il y a 3 mois, un kilogramme d'oignons de ce type s'achetait entre 1000 et 1500 francs burundais, mais aujourd'hui, il s'achète à 2500 francs burundais. Même scénario en province de Makamba, où les prix sont passés du simple ou au quadruple, selon que l'on parle d'olive ou l'autre des 2 variétés d'oignons consommées dans le pays. Dans les 3 derniers mois, on pouvait acheter une quantité assez suffisante d'oignons pour 1000 francs burundais. Mais aujourd'hui, c'est devenu très cher. Les oignons qu'on pouvait avoir pour 500 francs burundais s'achètent actuellement à 1000 francs. Une pièce d'oignon rouge qui s'achetait auparavant à 50 francs burundais se vend aujourd'hui à 100 francs. Et pour une pièce d'oignon blanc, c'est 200 francs burundais. Dans les différents marchés de la mairie de Bujumbura, les prix des oignons ont également été revus à la hausse. Les habitants de cette ville indiquent que dans ces marchés, les prix des oignons rouges varient actuellement entre 1500 et 2500 francs le kilogramme, au moment où ils s'achetaient à 1000 francs burundais. Les oignons blancs sont également chers dans la capitale économique du Burundi, où le kilogramme s'achète à 1700 francs au moment où il s'achetait à 1100 francs burundais. La province de Chibitoke n'est pas du tout épargnée par cette flambée, car les oignons qui s'achetaient à 1400 francs burundais coûtent aujourd'hui 2000 francs burundais le kilogramme. La population de ces différentes provinces faut savoir que même si les prix des oignons ont grimpé, ils les achètent malgré eux car, disent-ils, ces produits alimentaires sont indispensables dans la préparation des repas. Onésime Dushimagidze. Et puis le retard dans l'octroi des crédits agricoles dont devraient bénéficier les cultivateurs de la commune Gihanga en province de Bubanza, affiliés à la FENACOBU, pourrait accentuer les difficultés liées au manque de production agricole intérieure. C'est du moins la lecture du président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par ses sigles, Faustin Dikoumana, qui préconise l'inspection systématique des coopératives d'épargne et de crédit. Suivez. Pour analyser cette situation, on refait sur 3 aspects. D'abord, au niveau du premier aspect, c'est le manque de ce que agricole qui risque d'être un handicap au niveau de la production. Parce que vous savez, beaucoup d'agriculteurs, pour pouvoir augmenter leur production, fait une agriculture intensive qui doit augmenter la production sur le marché, doivent recourir au crédit pour d'éventuels achats d'engrais. Vous savez que le coût est extrêmement élevé aujourd'hui. La main d'œuvre pour cultiver, il faut aussi, par exemple, des produits phytosanitaires pour une meilleure récolte. Je crois bien qu'il y a beaucoup d'inputs qui doivent être mis en contribution pour que la production soit effective. Il nécessite beaucoup de moyens. Si alors ils ne parviennent pas à avoir ce crédit, il y aura un handicap au niveau des activités d'autopromotion, aussi au niveau de la production qui sera disponible sur le marché. Et une baisse de la production sera rien de bon dans cette situation où même la production intérieure est quasiment insuffisante et provoque des conséquences inflationnistes qui sont observées sur le marché. Ça va compliquer les choses davantage. Deuxièmement, une telle situation arrive et maintes fois ce sont les difficultés financières des entreprises, surtout de crédit au niveau de leur gestion. Vous savez, une entreprise de crédit, si elle est mal gérée, justement, elle éprouve des fois des problèmes de trésorerie. Là aussi, il faut voir si ces FENACOBU sont audités régulièrement pour que les situations financiers, de trésorerie soient vraiment au beau fixe pour faire face aux exigences de leur clientèle. Troisièmement, c'est le niveau de marketing.
faire en silence devant des réclamations d'une clientèle. Normalement, en matière de business, le client est roi. Au niveau du marketing, on ne veut pas faire en silence, répondre aux préoccupations de sa clientèle n'est pas éclaircie. Et sinon, la situation va se compliquer davantage. Il y a un risque de départ massif qui pourrait provoquer davantage de problèmes de trésorerie de la FENACOB. Et voilà, amis fidèles de la RPIA, c'est sur cette interview que prend fin le journal en français de ce vendredi 25 novembre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josala Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.